Céline Scockhart est professeure de français et d'histoire à l'Athénée royal de Nivelles, donc dans le Brabant wallon en Belgique. Elle enseigne donc dans cet Athénée de Nivelles depuis un certain nombre d'années, donc c'est une personne d'expérience avec laquelle j'ai eu le bonheur, la chance de collaborer pendant de nombreuses années, en particulier dans le cadre de la formation de mes étudiants qui se préparent à être professeurs d'histoire-géographie. Céline Scockhart est quelqu'un de très engagé. Elle est engagée comme femme politique dans la ville de Nivelles, justement. Elle occupe un certain nombre de responsabilités sur le plan politique. Elle a des activités également à la tête d'associations sociales. Et si je parle de ceci, c'est parce que Céline Scockhart met en pratique, met en œuvre l'idéal qu'il est le sien et qu'elle ne distingue pas, parce que ça forme un tout dans sa vie, je dirais, les idées avec des grands I, et d'autre part la pratique. Son métier est en fait l'illustration concrète de ce qu'elle croit, de ce qu'elle vise également comme type de société. Donc c'est une grande chance pour moi de l'interviewer aujourd'hui en tant que professeur de français, qui est son activité professionnelle principale. Et dans ce cadre, nous avons décidé, elle et moi, d'aborder son enseignement dans les classes de 3e secondaire à partir de deux angles particuliers qui sont, d'une part, la lecture et d'autre part, le théâtre. Donc, Céline, bonjour. Bonjour. Je te propose donc, dans un premier temps, d'aborder la question de la lecture, qui est devenue effectivement un problème, et je dirais même plus qu'un problème, un enjeu tout à fait essentiel de notre société au début de ce XXIe siècle. Nous sommes à l'heure du numérique, on entend beaucoup et on lit beaucoup dans la presse que les jeunes lisent de moins en moins. Parce que, effectivement, avec les ordinateurs, ils ont la possibilité de s'informer rapidement, d'avoir des informations souvent très parcellaires, en quelques lignes ou en quelques paragraphes, et par conséquent, ils auraient des difficultés à lire un texte continu de plus de 2 pages. Or, justement, par l'activité dans laquelle tu les entraînes, à savoir la lecture, tu cherches, en tout cas tu me diras si c'est ton objectif ou pas, ou si ça participe de ton but, à leur faire lire des ouvrages beaucoup plus conséquents, puisqu'il s'agit essentiellement de romans pour la jeunesse. Je rappelle que en 3e, les élèves ont 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça en moyenne, 14-15 ans, hein, voilà. 13, 14, 15 ans, voilà. Et donc, tu te trouves donc devant un public tout à fait particulier, qui est ciblé en termes de classe d'âge, et ce n'est pas toujours évident, je suppose, et ce sera ma première question, d'essayer de cibler les centres d'intérêt des élèves aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas ceux d'il y a 10 ans, et comme on dit que l'histoire tente à s'accélérer dans une société de plus en plus mobile, comment un professeur de français comme toi fait-il pour essayer, pour choisir des lectures, tout en ayant des objectifs qui sont ceux d'un professeur de français, et de ne pas suivre obligatoirement la mode, parce que ce n'est pas ça ton objectif. Donc ce sera ma première question. Okay. Comment fais-tu? Voilà. Tout d'abord, merci pour le portrait et de me recevoir aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne donc la lecture, c'est vrai, comme tu le disais, que aujourd'hui, les jeunes ont d'autres
préoccupations, ont d'autres loisirs, puisqu'on parle ici de lecture loisir. Tu parlais d'information, tu disais qu'ils avaient la possibilité de s'informer rapidement, mais ici on parle vraiment de lecture plaisir. Tout à fait. Et quand on était jeune, voilà, on avait moins de possibilités de se distraire et de prendre du plaisir que les jeunes d'aujourd'hui. On avait la télévision, mais bon, on avait quand même un accès limité. En ce qui me concerne, en tout cas, j'avais un accès limité à la télévision. Et donc, pour me distraire, ma distraction principale, c'était la lecture. Mais depuis toute jeune. Et la distraction principale de bon nombre de mes camarades, c'était ça aussi. Franchement, c'était la lecture. Aujourd'hui, oui, les ordinateurs, les jeux, la télévision, l'accessibilité à toute cette nouvelle technologie fait que les jeunes ne considèrent plus la lecture comme un loisir. Et pourtant, pas uniquement les professeurs, mais les éditeurs, les libraires font tout leur possible et font énormément pour proposer aux jeunes des livres qui sont adaptés à leur âge d'abord, parce que si on regarde aussi, parce que nous c'est vrai qu'on n'avait que les livres, ou on avait en tout cas les livres, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de livres jeunesse. Il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, quelques livres, bon, mais sans plus. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une quantité et une qualité dans la lecture jeunesse qui est absolument incroyable. Et les éditeurs soignent, et les auteurs de jeunesse, qui ne s'appellent pas nécessairement des auteurs de jeunesse, hein, qui ne parfois, quand je reçois un écrivain en classe et qu'on lui demande pourquoi il écrit pour la jeunesse et pas pour les adultes, sa réponse sera je n'écris pas nécessairement pour la jeunesse. Comment déterminer un livre de jeunesse ou pas de jeunesse? Souvent, le héros aura l'âge du lecteur. Et donc, il y a beaucoup de soins, ils s'appliquent vraiment, que ce soit les éditeurs ou les auteurs, ils s'appliquent vraiment à proposer des histoires, à proposer des héros, des thèmes tout à fait adaptés et vraiment très très agréables. Il y a vraiment de plus en plus de très très bons livres jeunesse proposés aux jeunes. Alors, certains accrochent, mais il y en a de moins en moins, malheureusement. Il y en a de moins en moins. Et comment faire? Le professeur, il n'y a rien à faire. Nous, on doit proposer. Il n'y a rien à faire dans le programme. Il faut, on doit faire lire des livres. Et dans une classe de 3e, on doit faire lire, dans une bonne classe de 3e, minimum 5 livres. Donc 5 livres, 8 livres. Moi, j'essaye que les élèves aient toujours un livre à lire, soient toujours en train de lire un livre. Donc ils en lisent 5, 6. Maintenant, lire, ça peut être des romans, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être des nouvelles, un recueil de nouvelles, ça peut être aussi du théâtre, on en parlera tout à l'heure. Oui. Parce que c'est bien de lire du théâtre aussi. Et c'est très difficile de trouver le bon livre, les bons livres, de donner une liste. Moi, je cherche constamment, je lis énormément. D'ailleurs, je pense que je lis beaucoup plus de livres jeunesse que de livres pour moi. Je suis triste parce que j'en ai plein qui m'attendent dans ma bibliothèque. Mais c'est difficile de faire un choix à leur proposer parce que même si les livres sont bons, on se dit est-ce que ça va leur plaire? Et puis de toute façon, ça ne plaira pas à toute la classe. Trouver le bon livre, ça c'est difficile. Alors souvent je me tourne... Quels sont tes critères? Eh bien, écoute, moi je me tourne vers les... J'essaye que ce ne soit pas mon choix, que ce ne soit pas uniquement les livres que j'ai aimés. Alors je me tourne souvent vers les prix littéraires jeunesse qui sont bien organisés, qui proposent des sélections de qualité également, avec à la clé un concours, avec un vote pour un peu accrocher l'élève, avec des activités tout autour des livres, des rencontres avec les écrivains, des jeux, enfin toutes sortes de choses. Et là, ce ne sera pas ma sélection, c'est la sélection du jury. Et le jury est souvent constitué de jeunes, de bibliothécaires, d'adultes, de grands-parents, toutes ces personnes qui peuvent être dans le monde du livre ou qui aiment les livres, mais où le monde de l'argent ne fait pas partie. Donc pas de libraire, par exemple, pas d'éditeur, pas de libraire. Et chaque année, il y a donc des sélections de livres qui sont proposées. Alors je me tourne parfois vers ces prix littéraires et je les propose aux élèves. Je peux aussi, cette année, j'ai fait venir une libraire et je lui ai demandé
de me proposer des livres en se basant sur ce qu'on lui demandait le plus. Oui. Parce qu'elle est en première ligne. Elle voit aussi les jeunes, elle voit vers quoi ils se dirigent. Et je voulais qu'elle me propose son choix. J'avais aussi le critère de prix. Donc je lui avais dit, voilà, je ne veux pas que ce soit un livre trop cher. Donc, parce qu'il y a des livres de poche, il y en a pas mal. Parce qu'évidemment, les prix littéraires, ce seront en général de nouveaux romans. Donc assez chers, qui sont sortis l'année d'avant. Ça, c'est le principe du prix littéraire. Et donc, ça, c'est assez cher. C'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté avec le prix littéraire. Et donc, j'avais demandé ça. Donc, cette libraire m'avait proposé une sélection de livres. Je lui avais demandé aussi qu'il n'y ait pas de livres trop réalistes. Parce que je me suis rendu compte que les jeunes ont besoin d'être dans l'imaginaire et on l'oublie un petit peu trop. On croit que dans les livres, il faut leur parler de leurs problèmes. Alors, il faut le faire, mais pas que. Voilà, des problèmes comme il y a toutes sortes dans les livres, le harcèlement, le divorce des parents. Alors ça devient des livres documentaires plus que des livres qui permettent de s'évader, en fait. Vraiment. On sent alors que le but de l'auteur, c'est ça, c'est de parler d'un sujet, de provoquer peut-être une discussion, et c'est intéressant, mais ça ne doit pas être que ça. Et donc il faut aller dans l'imaginaire, et alors on parle peut-être de merveilleux, heroic fantasy, comme on dit aujourd'hui, mais moi je préfère peut-être le mot merveilleux, la science-fiction, le fantastique, et de trouver des romans, peut-être que ceux-là vont plus correspondre à ce qu'ils aiment. Et alors, les réactions dans tes classes de 3e, est-ce que les élèves, je veux dire, est-ce que tu peux établir, je dirais, des statistiques même grossières, est-ce que tu peux dire, un tiers de la classe adore finalement ce que je leur propose, d'autres rejettent complètement, d'autres, c'est pas parce qu'ils adorent qu'ils rejettent, mais ils ont des grosses difficultés d'accès à la lecture, tout simplement, des difficultés d'ordre pédagogique. Est-ce que tu pourrais faire un classement, je dirais, quand tu as une classe entre 20 et, je sais pas, 25 élèves, disons, je ne sais pas si c'est la moyenne des classes, mais disons 25. Tu en as 25. Est-ce que tu vois que de manière récurrente, tu as une répartition qui est plus ou moins équivalente d'année en année entre le public de tes élèves quant à l'intérêt pour la lecture, ou certaines lectures, ou le dégoût éventuellement, parce que bon, je veux dire, tous les élèves ne sont pas portés peut-être spontanément vers la lecture, mais ça c'est un petit peu ton boulot de leur faire aimer la lecture, mais enfin, le résultat n'est pas évident dans tous les cas. Est-ce que tu pourrais établir ou donner un ordre de grandeur, je ne te demande pas des chiffres évidemment, mais dire en gros la moitié de la classe ou un quart de la classe absorbe, enfin ça passe ou ça passe pas, et est-ce qu'il y a une distinction entre les filles et les garçons aussi, est-ce que tu peux établir comme ça des critères qui sont liés à autre chose que la classe d'âge, puisqu'ils ont tous le même âge, qui soient liés donc soit au genre, soit éventuellement à une origine qui fait que, bon, pour certains élèves qui n'ont pas une éducation en français, là évidemment il y a des difficultés qui ne sont pas les mêmes, et en fonction des classes sociales aussi, parce que voilà, suivant que tu sois un enfant d'une famille où le bagage culturel est important, mais les choses ne se passeront pas de la même manière que pour un enfant qui vit dans une famille où il n'y a peut-être pas un seul livre. Oui. C'est une question très vaste que je te pose là, et ton boulot n'est pas de faire de la sociologie, j'en ai bien conscience, tu es professeur de français, tu n'es pas sociologue de la lecture, mais est-ce que malgré tout tu peux dégager quelques impressions? Justement, à chaque fois, à chaque début d'année, je leur donne un questionnaire et je leur demande, c'est le questionnaire, je ne me souviens plus du titre, mais c'est tes représentations de lecture. Donc, dans ce questionnaire, je leur pose la question, est-ce qu'ils aiment lire, où ils lisent, combien de livres, et ils répondent, et puis on fait un petit tour, et oralement, ils peuvent s'exprimer par rapport à ça. S'ils étaient professeurs, comment faire aimer, quelle serait leur stratégie pour faire aimer le livre, voilà. Et je leur demande s'ils aimaient lire,
quand ils étaient plus jeunes Oui. et plus aujourd'hui, ou inversement. Et est-ce qu'il en ressort quelques Alors, idées ouais. forces, je dirais, Ouais. 2 ou 3, hein, je ne te demande pas Ce que je de peux déjà te rentrer dans dire, les c'est détails, que mais... je ne vois pas énormément de différence au fur et à mesure des années. Je Oui. pense que j'enseigne depuis un certain temps et j'ai l'impression quand même d'avoir souvent les mêmes réponses. Je ne vois pas vraiment une évolution flagrante. Il y a 10 ans, ils aimaient tous lire. Aujourd'hui, ils détestent tous. Oui, c'est ça. Je crois quand même ils lisent moins. Ça oui, ils lisent moins, comme je l'explique, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Par rapport aux classes sociales, où je pense effectivement, et ça, à nouveau, on pourra faire le lien avec le théâtre, c'est vrai que si les parents lisent, les enfants lisent. Donc, si les parents lisent, ça veut dire si les parents sont profs de français. Voilà, moi, chez moi, il y avait des livres partout. Oui. Donc, c'était pas difficile de trouver un livre. Et mon père était prof de français, je lui empruntais des livres, je lisais même les manuels. Mais mon frère, pas du tout. Donc, comme quoi... Il n'y a pas de déterminisme familial. Mon frère, pas du tout. Maintenant... Mais je ressens quand même, puisque quand je les emmène au théâtre, je leur propose de venir avec un des parents. Donc il y a un adulte et un enfant. Et j'ai souvent, donc les gens qui prennent des abonnements, ce sont souvent des élèves dont les parents vont déjà au théâtre. Et oui. On se dit, ah quelle opportunité, on va pouvoir aller au théâtre pour un prix intéressant, le choix sera fait, je peux aller avec mon enfant. Donc voilà, je me rends compte de ça, qu'il y en a peu, il y en a moins qui viennent si les parents ne viennent pas ou ne connaissent pas. Et pour les livres, c'est peut-être un petit peu la même chose aussi. Les parents qui auront des métiers un peu plus littéraires, comme, je sais pas moi, un prof, journaliste, avocat, où il y a peut-être plus de livres à la maison, mais on va voir des élèves plus motivés pour la lecture. Mais voilà, je dis ça, mais je pense que c'est très difficile effectivement de faire des statistiques. Par rapport aux filles et aux garçons, est-ce que les filles aiment plus lire que les garçons? C'est ce qu'on disait jadis, ça, mais oui, je ne sais pas si c'est encore vrai. Hein. C'était peut-être un préjugé d'ailleurs. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense, ça peut faire aussi effet de mode. Si les garçons trouvent des lectures, et souvent aujourd'hui les lectures, ce sont des lectures qui suivent des séries ou des films qui sont... D'ailleurs, oui. C'était d'abord le roman et puis le film a beaucoup plu aux élèves. Et alors, si ça plaît plus aux garçons, on aura beaucoup de garçons qui vont lire ce type de livre et un peu moins... Tout ça, ça a beaucoup aussi rapport à phénomène, c'est aussi un phénomène de mode, je pense. Et alors, oui, mais voilà, donc tu me parlais de classe sociale, ça c'est... Non, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Mais les livres coûtent cher aussi. Par ailleurs. Voilà, les livres coûtent cher. Les livres coûtent cher. Oui. Je le disais tout à l'heure, maintenant il y a les livres de poche. Mais malgré tout, un livre, c'est un budget. Acheter un livre pour un enfant plus jeune... Et là, il n'y a pas de livre de poche. Pour les petits-enfants, c'est cher acheter un livre. Et je pense que si les parents achètent des livres quand les enfants sont petits, ils peuvent continuer. C'est mieux. Maintenant, il y a les bibliothèques. Moi, je parle souvent de la bibliothèque aux élèves. Je les incite à aller à la bibliothèque. Tu parles de la bibliothèque municipale ou de la bibliothèque de l'école? Alors, il n'y a pas de bibliothèque à l'école pour l'instant, mais c'est en projet. Donc, il y aura une bibliothèque très prochainement. J'ai une petite bibliothèque dans la classe et je leur permets d'y accéder. Mais je leur dis, voilà, vous savez que j'ai des livres. Quand je parle de livres en classe, ils sont là. En général, ils sont là. Et souvent, je vais les chercher et je montre, quand je parle d'un livre, je montre le livre. Et je le fais passer. J'essaye vraiment d'accrocher. Oui. Ça ne marche pas. J'en ai quelques-uns qui, d'ailleurs, j'ai un petit livre où je prête et en plus je dis, écoute, tu peux l'avoir autant de temps que tu veux, du moment que tu me le rapportes. Oui, oui. Il n'y a pas un jour consacré à la bibliothèque de la classe. Ça, je ne fais pas. Je n'ai pas le temps pour faire ça. Je pourrais le prendre, hein, mais voilà, je n'ai pas encore organisé ça. Ouais. Il va y avoir une bibliothèque à l'école. Tu pourrais rappeler le nombre d'heures de français dans chaque classe en troisième? C'est 5 heures. 5 heures, c'est ça. Je les vois tous les jours. Et c'est la même chose en première, deuxième, c'est 5 heures aussi? C'est 6 heures.
En première et en deuxième, je crois. Voilà, première et deuxième 6 heures, et puis Troisième, oui, 5 je rappelle, parce que nous sommes ici en Belgique, comme je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices français, qu'en Belgique, nous calculons pour l'enseignement secondaire de 1 à 6, et pas comme en France, dans le sens contraire. Hein. Je sais qu'en France, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis l'année terminale. Il se fait que l'année de troisième correspond à l'année de troisième en France, donc ça tombe bien. Voilà. Hein, parce qu'en calculant dans les deux sens, à l'envers ou à l'endroit, c'est la troisième. Donc ça ne change rien. Mais quand je parle ici de première et deuxième, c'est bien 6 heures de français en première et apparemment en deuxième aussi. Des élèves de 11-12 ans. Hein, voilà, 11-12 ans. Et puis voilà, donc les élèves de troisième dont tu me parles, c'est 14 ans, voilà, 14 en moyenne. Hein, 14 ans en moyenne. 14 ans. Voilà. Entendu. Et donc voilà, tout à l'heure, pour rebondir là-dessus, avec la bibliothèque, il existe à Nivelles, et je pense dans toutes les bibliothèques de la communauté française, ce qui s'appelle un fonds jeunesse. Et j'en ai parlé dans une autre interview il n'y a pas très, très longtemps. Ce fonds jeunesse, en fait, c'est une partie de la bibliothèque qui est destinée aux professeurs, où il y a une trentaine d'exemplaires de plusieurs romans. Et donc, les professeurs oui, bien peuvent... sûr, ça correspond à une classe, quoi. À une classe. À une grande classe. À une grande classe. Pas 2 ni 3 classes. Moi, j'ai 3 classes de troisième, donc je ne peux pas faire lire le même roman. Mais c'est pas grave du tout. Je vais trouver 3 romans policiers. Aussi pour ça ne peut pas m'arranger aussi, tout à fait. Donc, je vais faire lire 3 romans policiers. Je vais, par exemple, choisir le policier. Je vais choisir 3 romans. Je vais les chercher à la bibliothèque au fonds jeunesse. Je les ai bien sûr gratuitement. Je les ai pendant 2 ou 3 mois. Et puis, je les distribue aux élèves, je les responsabilise, je leur dis, écoutez, voilà, moi, si je ne rapporte pas le nombre de livres dans l'État, je vais devoir les payer, ou vous allez devoir les payer, enfin, on va trouver... Mais ça, c'est l'idéal, ça, c'est vraiment... Parce que, alors, je peux faire lire le même livre à tous les élèves de la classe, ça, c'est intéressant. On doit faire lire un livre commun à au moins un pour pouvoir en discuter. Et voilà, et gratuitement. Ils reçoivent le livre en même temps. Il n'y a pas ce problème d'aller chercher le livre, de ne pas le trouver parce qu'il est épuisé, d'attendre la commande. Ils reçoivent le livre en même temps. Ils l'ont pour l'évaluation. Voilà, donc ça c'est une mais ce serait intéressant de parler de l'évaluation. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Oui, alors, comment évalues-tu? J'ai une collègue qui m'a dit récemment qu'elle n'évaluait plus les lectures, elle donne cours en première. Oui. Elle n'évalue plus parce qu'elle considère que évaluer, c'est vraiment, c'est ça qui amène le dégoût. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est vrai que si on n'évaluait pas, si on proposait des livres, sans qu'il y ait cet interro, ce contrôle qui vient après un mois, moi je leur laisse plus ou moins un mois, avec des questions... C'est quoi le genre de questions? Tu pourrais donner des exemples pour qu'on essaye d'identifier un petit peu le niveau des questions, le contenu des questions, et puis alors comment tu procèdes effectivement quelque part, j'ai envie de ne plus évaluer, mais je dois évaluer. En troisième, en première, je pense qu'elle peut se le permettre. Effectivement, c'est une initiation. Voilà. Mais en troisième, j'ai déjà posé la question à l'inspectrice. Elle me dit, écoutez, si vous n'évaluez pas, comment savoir s'ils ont lu, s'ils ont compris? C'est un petit peu compliqué. Surtout que c'est une compétence importante exactement, dans la vie quotidienne. Exactement. Il y aura peut-être d'autres techniques que l'évaluation, mais il n'y a rien à faire. Il faut passer par cette évaluation. Donc j'essaie vraiment de trouver des questionnaires ou des façons d'évaluer originales et qui permettent à l'élève de ne pas se trouver dans une situation que nous n'aimerions pas non plus. Quand on lit un livre, on n'aimerait pas savoir à l'issue de la lecture, on va t'interroger sur tel personnage et en plus des questions, parce qu'en troisième on commence à parler d'implicite, donc que pense le personnage, ce qu'aurait fait le personnage si... Bon, alors j'essaie de... C'est vrai que ce n'est pas une matière comme les autres, parce que ça a quelque chose, on a un rapport intime aussi, je dirais, par rapport aux personnages et tout, parce que soit on peut s'identifier dans les personnages, soit il y a toute une série de situations, c'est quand même, ça fait intervenir vraiment la psychologie,
Et donc là, je peux comprendre, c'est pas comme les mathématiques, la physique ou d'autres, ou même l'histoire, voilà, où il y a un rapport, je dirais, plus objectif par rapport à ce qu'on étudie. Là, on est dans la subjectivité, Exactement. même s'il y a effectivement des critères qui permettent comment dirais-je, d'aborder et de définir ce que c'est qu'un personnage, le rapport de l'auteur ou du narrateur par rapport à ce qu'il décrit. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très intime finalement. Et je comprends que ça peut poser problème. C'est vrai. C'est quand tu dis ça, ça me fait penser, lors de mes études, j'avais dû lire une certaine quantité de livres, puisque j'ai fait des études littéraires, et j'étais interrogée sur un livre de Simone de Beauvoir. Et le prof m'avait demandé ce que lisait Simone de Beauvoir. Et donc, je lui avais dit Sartre, et puis elle m'avait demandé d'autres titres. Et voilà, c'était un détail vraiment, un détail dans le livre où sans doute elle parlait de ses lectures, ou elle parlait d'une lecture. Et donc je n'avais pas très très bien réussi cet examen. Et pourtant, ce prof, je le remercie vraiment parce qu'il m'a permis de connaître, notamment Simone de Beauvoir, mais aussi Marguerite Duras, enfin, des livres que je n'aurais sans doute pas lus. Oui. Ou d'autres livres aussi, c'est vrai que... Mais je remercie vraiment mes profs. Et ça, je me base aussi sur ça. C'est vrai que des profs m'ont donné des lectures que je n'aurais peut-être pas lues. Je n'aurais peut-être pas lu ces livres-là. Et j'ai vécu des examens qui n'ont pas laissé... Alors que j'avais adoré le livre. J'avais adoré lire, j'avais vraiment, mais vraiment adoré. Et finalement, les questions qui avaient été posées, c'était des questions de détail. Je n'avais pas retenu ça nécessairement. J'avais plutôt été dans l'ambiance du livre. Et donc, j'essaye, quand je pense à ça, je me dis, je ne vais pas faire la même chose avec mes élèves. Je ne vais donc pas leur leur poser des questions de détail. Quel est le nom de... Je vais essayer de trouver... Alors, je leur demande, j'ai déjà posé comme question, par exemple, de se mettre à la place d'un personnage et d'écrire une page, comme si le personnage devait écrire la page de son journal intime. Mm-hmm. Et donc, il faut évidemment des éléments du... Bon, c'est pas facile, hein, mais on est en 3e quand même. Il faut des éléments du livre. Une lettre aussi, un personnage qui écrit au lecteur, à l'élève, ou l'élève qui écrit au personnage et qui lui pose des questions, par exemple. On peut faire aussi écrire le journal de bord. Donc, comment l'élève... Alors là, ce sera le journal intime de l'élève, mais qui ne parle que du livre et de sa lecture. Aujourd'hui, le prof m'a donné ce livre-là à lire, j'ai hâte de le lire, ou au contraire, oh là là, encore un livre à lire, et puis, voilà, j'ai lu le premier chapitre. Voilà. Il y a beaucoup, ici, là, voilà, on entre plus dans la pédagogie, mais je pourrais effectivement... J'essaye vraiment de ne pas donner de fiches de lecture, de questionnaires à rallonge, où l'élève va être dégoûté, va peut-être être en échec, alors qu'il a adoré le livre. Donc ça, tu vois, c'est ce que je te disais là. Et ça, c'est dégoûter l'élève. Ça, c'est parce qu'il a lu le livre, il a compris, il l'a adoré, il va lire le suivant, et il est en échec au contrôle. D'accord. Donc là, il faut... Quelles sont les compétences que, je veux dire, les décrets imposent en termes d'évaluation? Il y a un certain nombre de compétences précises, je suppose, pour le domaine de la lecture, je dis bien. Voilà. Est-ce que tu pourrais les énoncer, les citer? En français, il y a des axes. Hein. C'est donc savoir lire, savoir écrire, savoir parler, savoir écouter. Et savoir lire... Et savoir lire, c'est quoi alors? Savoir lire, c'est comprendre. C'est pas juste déchiffrer. Oui. C'est comprendre ce qu'on lit. Je te le disais tout à l'heure, en 3e, on va dans l'implicite. Donc on ne va plus comme en 1re et en 2e demander qui sont les personnages, où ça se passe. Quand ça se passe, on va demander aux élèves ce que pense le personnage, quelles sont ses valeurs, quel est son caractère. Et ça, c'est plus compliqué. C'est ce genre de questions qu'on va poser à l'élève, faire des comparaisons, peut-être aussi commencer à faire des comparaisons entre 2 livres d'une même catégorie policier, fantastique.
réalistes, des comparaisons entre deux livres d'un même auteur. C'est vraiment être capable, le professeur doit être capable de savoir si l'élève a compris. L'élève doit comprendre. C'est ça l'idée, c'est ça la compétence centrale. Oui, comprendre ce qu'il lit, être capable d'en parler, d'expliquer. Quand un élève raconte-moi ce que tu as lu, raconte-moi l'histoire, c'est très difficile pour l'élève. Il va parler de détails qui ne sont pas importants, c'est très difficile pour lui. Donc il y a toute une série de compétences qui sont liées à la lecture, vraiment. Parce que bon, tu as essentiellement des troisièmes cette année-ci, mais enfin, il t'est arrivé quand même, je suppose, d'avoir aussi des premières ou des deuxièmes. En français, peut-être pas immédiatement, mais dans le passé, je ne sais pas, enfin, est-ce qu'il est arrivé que tu aies des élèves qui soient au niveau du déchiffrement? C'est-à-dire que, parce que moi, puisque bon, moi je forme des futurs profs, il m'arrive, lorsque je vais superviser certains de mes étudiants, mais dans le domaine de l'histoire, hein, pas du français, dans des établissements secondaires en Wallonie, d'arriver dans une classe et de voir, ou plutôt d'entendre à la lecture, des élèves qui manifestement ne comprennent pas ce qu'ils lisent, parce que je les entends ânonner, ils sont en train de déchiffrer, c'est-à-dire syllabe après syllabe, donc des élèves de 12 ans. Et alors, ce que je trouve absurde, parfois, c'est quand certains de mes étudiants commencent à poser des questions, et je me dis, mais pour moi, c'est évident que l'élève n'a pas compris ce qu'il lisait. Donc, voilà. Est-ce que ça arrive au niveau pour des élèves de 12 ans? J'imagine qu'en troisième, est-ce que ça peut encore arriver, des élèves qui, comme ça, accumulé du retard et qui, bon, voilà, ne soient encore au stade où ils ne sont pas au niveau de l'intelligibilité du texte en termes intellectuels, mais soient encore, voilà, doivent relire 2 ou 3 fois la phrase d'un texte moyen, d'un texte simple, hein, je ne parle pas d'un grand philosophe, hein, voilà, et des difficultés pour comprendre le sens de la phrase. Est-ce que ça arrive encore? Et est-ce que tu as vu une évolution dans le temps aussi? Ou bien tu trouves que c'est relativement stable depuis une dizaine d'années ou depuis 15 ans ou pas? Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Ça c'est peut-être plus difficile. Par rapport à l'évolution, j'ai peut-être un petit peu plus... je suis dans une école, quand même, une bonne école. Oui, voilà aussi. Hein, c'est une école... voilà. Bien. Mais, bon, tu te souviens que quand on était élève, et on t'a certainement fait la même chose, on nous faisait lire à haute voix. Oui. On lisait à haute voix. Et souvent même, très souvent, et pas toujours une seule phrase, des grosses parties du texte, même déjà à l'école primaire, donc quand on était plus petit, vers 10 ans, en 5e, en 6e, moi je me souviens de ces exercices. Et puis ça continuait. On ne peut plus le faire. Disons qu'on nous a dit, il ne faut plus faire lire les élèves, sauf si à voix haute. Et donc on pratique ce que... Quand j'étais à l'école primaire, on appelait ça la lecture silencieuse. Je ne sais pas si ce terme existe encore aujourd'hui, mais on parlait de lecture... C'est bizarre de parler de lecture silencieuse, parce qu'à notre âge, nous ne faisons plus que la lecture silencieuse, théoriquement. Hein, voilà. Mais c'est un peu ça. Pourquoi Parce qu'il y avait quand même un argument. Ne plus faire lire les élèves à haute voix, parce que dans la vie réelle, on ne lit pas à haute voix. C'est ça. On ne lit pas à haute voix. Quand on lit un roman, on ne le lit pas à haute voix. Si on lit le journal, on ne le lit pas à haute voix. En tout cas pour un roman, mais pour la poésie, c'est déjà différent. Hein, Quoique, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que dans la vie, on est quand même amené... Et pour le théâtre aussi. Et pour le théâtre. Voilà, oui. Et simplement quand on a des enfants, si on veut leur lire une histoire. Si on lit un texte, si on fait une conférence, on peut être amené à un certain moment, on ne sait pas nécessairement tout par cœur, on peut être amené à un certain moment à lire certaines choses, ou si on est prof, on peut être amené à lire. Donc je pense que quand même, l'argument... Et ça s'apprend. Oui, on ne lit pas n'importe comment à voix haute, il faut connaître le rythme de la phrase, voir où il y a des virgules, des points-virgules, des doubles points, ce sont des signes qui ont une vraie valeur dans les silences que l'on peut... Je crois que c'est une compétence. C'est une savoir compétence. Lire à haute voix, oui, comme savoir écrire sans faute, savoir lire à haute voix. Et c'est une compétence, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Tout à fait. Non plus. Eh bien,
on a un peu arrêté, donc moi je le fais encore, mais je demande aux élèves qui veulent bien le faire. Et en général, ceux qui veulent, ils lisent, ils adorent ça, donc ils lisent bien. Mais si je le fais, j'ai aussi des élèves de première en histoire, et parfois, lis la consigne. Je peux le demander de lire la consigne pour que tout le monde entende et pour un peu... voilà. Eh bien, je me rends compte que certains mots, est-ce que c'est la façon dont ils apprennent à lire qui est différente aujourd'hui? Et ça, j'ai déjà eu cette conversation avec une des institutrices. Méthode globale ou méthode... Je m'y connais pas trop, mais je sais que... et j'ai vu ma fille, quand elle a appris à lire, c'est une méthode où ils voient le début du mot et ils apprennent aussi des mots en fonction d'un contexte. Donc ils savent qu'il va y avoir certains mots par rapport au contexte. Et donc ils ne lisent plus les mots jusqu'au bout. Ils voient le début du mot. Ça. Et ça, je le vois quand je fais lire les jeunes élèves. Ils sont dans un contexte, c'est le cours d'histoire, c'est la préhistoire par exemple. Eh bien, certains mots, le début de certains mots peut amener un mot qui n'est pas celui-là. En fait, ils vont lire autre chose parce que leur cerveau n'est habitué qu'à lire le début, à anticiper le reste, et c'est mal anticipé, donc c'est finalement pas ce mot-là, et donc ça peut vraiment poser des problèmes. Et ça leur pose énormément de problèmes, et pas qu'en première, ça continue encore, parce que la lecture et ma fille qui a appris à lire comme ça, encore aujourd'hui, on veut aller trop vite, on ne lit pas jusqu'au bout du mot ou de la phrase, et donc la réponse est mauvaise parce qu'on a mal lu la consigne. C'est ça. Et alors, quand on voit ça, on se dit, mais alors, devant la lecture d'un roman, comment est-ce que ça se passe? Et voilà, c'est comprendre. Souvent, mes élèves, et là, je suis en train de faire lire un roman policier, je demande aux élèves, qui a terminé la lecture du roman? Eh bien, j'en ai énormément qui lèvent le doigt, voilà, ils ont terminé, et certains me disent, oui, mais j'ai pas bien compris. Et je dis, et tu acceptes cette situation? Tu restes comme ça, tu n'as pas compris, et qu'est-ce que tu fais? Tu l'acceptes? Est-ce que... Moi, jusqu'au moment où je ne comprends pas, je vais lire, parce que je ne vais pas supporter de ne pas comprendre. Eh bien, voilà, ils ont lu un livre policier où on a quand même envie de savoir qui a tué, pourquoi, surtout pourquoi. Eh bien, si ce n'est pas vraiment la vengeance ou la jalousie, si le mobile est un peu plus complexe, et qu'ils ne le comprennent pas, et ça leur pose pas mal de problèmes quand même, mais voilà, c'est pas compris, et alors on discute avec eux en classe, et on voit le soulagement ou la joie alors de comprendre quand on leur explique. C'est ça. Mais ils peuvent se contenter de ne pas comprendre. Et ça, il n'y avait pas avant. Ah oui, d'accord. Il y avait moins avant, c'est possible, je pense. C'est ça. Et alors, quand ils ne comprennent pas, est-ce que c'est lié à comment dirais-je, à un vocabulaire qui est assez indigent, ou c'est vraiment la syntaxe qui leur pose des problèmes, ou c'est, comment dirais-je, le fait de rassembler beaucoup de choses qu'il faut résumer en peu de mots. Au niveau du vocabulaire, est-ce qu'il y a des choses qui te frappent? Est-ce qu'il y a vraiment, au niveau du lexique, des difficultés qui apparaissent? Certainement le vocabulaire. Oui. Certainement le vocabulaire. Il te paraît moins riche qu'avant? Oui, je crois. Et la syntaxe, pour, je veux dire, l'ordre des mots, est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que les phrases un petit peu, à la syntaxe un peu alambiquée, ça a dû sans doute toujours poser des problèmes, mais est-ce que là, ça peut être un vrai blocage? Est-ce qu'en le faisant lire des textes courts, tu te rends compte que là, effectivement, c'est une syntaxe un peu plus compliquée que des phrases où il y a un sujet vers complément? Est-ce que justement, on les habitue, on les laisse trop longtemps dans la lecture jeunesse, et du coup, dès qu'ils ont devant eux quelque chose de plus compliqué, comme je te le disais tout à l'heure, nous, quand on était à l'école secondaire, les livres jeunesse, il n'y en avait pas, donc on passait très vite au classique. C'était directement Simenon. On parle du policier, je suis en plein dedans, donc Simenon, Agatha Christie. Aujourd'hui, oh non, le vocabulaire est trop compliqué, on ne va pas faire lire ça en troisième. Alors que, il y en a quand même certains qu'on pourrait faire lire. On va éviter, on va se tourner vers la littérature jeunesse, qui, je le disais tout à l'heure, est de qualité, mais où la syntaxe est plus simple. Et c'est vrai que alors, en quatrième, en cinquième, en réto,
j'en parlais un petit peu avec mes collègues, c'est vrai que ça peut poser problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'essaye, en fin de troisième, de passer vers une littérature un peu plus classique. Il existe des livres abrégés, donc des classiques abrégés. Ouais. Ça peut être un atout. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça, il est prof de français, il m'a fait découvrir ces livres-là. Donc ils sont raccourcis, parce que j'ai un petit peu regardé, j'ai un peu fait la comparaison entre l'original. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres qui sont résumés oui. sous forme... voilà, non, pas résumés. On distingue ce qui est de l'auteur et ce qui est de l'éditeur, du commandateur. C'est ça. Je pense que... Enfin, je Ou suis bien en train c'est de lire, c'est carrément retravaillé. je suis en train de lire Les Misérables. Ah oui, abrégé. Ça c'est un classique, là, parce que... Voilà, abrégé. Effectivement, c'est assez volumineux. Oui. Et qui est en abrégé, qui est vraiment accessible. Vraiment accessible aux élèves de 3e. D'ailleurs, je pense que ça va être le choix suivant. Mais est-ce que c'est encore du Victor Hugo? Oui. que... Ce n'est pas retravaillé. Certains passages oui, sont c'est retirés. ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce mais que je pense. le texte, ça a du sens. Là, ça a le du texte sens, est le même. sinon, Ce c'est n'est plus pas Victor retravaillé, Hugo, hein. ce n'est pas transformé. Voilà, alors on est d'accord. Oui. Oui. On est d'accord. Ah, on oui. est d'accord. Ah oui, ça, je ne prendrais pas si c'était autrement. Non, non, parce que sinon c'est plus Victor Hugo, c'est un pastiche. Alors. Ouais, tout à voilà. fait. Et donc, voilà, si on leur donne la possibilité en fin de 3e, ou pas trop tard, de leur faire découvrir aussi une autre littérature, la jeunesse c'est très bien, mais voilà, d'en sortir de temps en temps aussi, ou alors avec des textes plus courts, du Maupassant, il n'y a pas de problème. Oui, alors, le Maupassant. vocabulaire. Oui, oui. Et voir un peu. Mais voilà, tu parlais tout à l'heure de que faire, ils ne comprennent pas, si c'est un problème de syntaxe, si c'est... Moi, je suis un peu démunie par rapport à ça, parce que on ne nous a pas donné, pendant mes études, de techniques d'apprentissage. Comme tu disais tout à l'heure, si je me trouve devant un élève qui a du mal à déchiffrer, ben, je suis embêtée. Et si je me rends compte que finalement l'élève a lu le livre mais n'a pas compris, donc il a déchiffré, ça oui, mais il l'a terminé, il l'a lu, il l'a terminé, oui. Mais il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas facile. Et avant d'aborder le théâtre, parce qu'on va aborder le théâtre maintenant, je voudrais te poser une toute dernière question. Est-ce que tu sens éventuellement une différence entre ceux qui font, le cas échéant, des langues anciennes, du latin, peut-être que le grec, ça se fait peut-être en partie de la 4e, je ne sais pas comment les programmes du secondaire sont organisés, et ceux qui n'en font pas, parce que le latin n'est pas obligatoire, à ma connaissance, sauf que peut-être dans les nouveaux, ce qui est annoncé, tout le monde fera du latin, sauf erreur de ma part, 1 ou 2 heures par semaine, enfin, si j'ai bien compris, mais plutôt par le biais d'étymologie, des choses comme ça, ou de la culture latine. Oui. Est-ce que tu peux sentir une différence entre ceux qui ont peut-être une meilleure maîtrise du français parce qu'ils apprennent justement la syntaxe d'une langue qui est quand même la langue mère du français et au niveau du vocabulaire aussi? C'est une question que je te pose. Chaque année, j'ai une classe de latine oui. et 2 classes plus scientifiques. Oui. Il y a de moins en moins d'élèves qui font le latin, donc qui choisissent le latin. Et je crois que même dans ma classe de latine, il y a un mélange. Je pense qu'il n'y a même plus la possibilité de faire 1 ou 2 classes. Ah oui. Ce sont forcément des élèves plus littéraires. Oui. Le choix du latin est sans doute aussi décidé parce que ils sont plus littéraires. Et on s'en est rendu compte. Je pense qu'on peut déjà s'en rendre compte en 6e primaire, en 1re secondaire. C'est le choix des parents souvent, quand même en 1re secondaire. Mais oui, j'ai en 3e A des élèves plus littéraires. Et ça se sent dans la maîtrise de la langue. Oui. D'accord. Oui, vraiment. Oui. Quand j'évalue, puisque voilà, c'est là que je le vois, quand j'évalue, les résultats sont meilleurs et je vois que ce qui est rédigé, il peut y avoir 1 ou 2 élèves en classe plus scientifique qui vont aussi, peut-être de façon plus scientifique d'ailleurs, répondre aux questions, et ce sera bien aussi. On voit tout de suite quand les élèves comprennent. Et voilà, ouais. Très bien. Je te propose maintenant d'aborder le 2e chapitre
de cet entretien, en tout cas ce que nous avions convenu ensemble, donc le théâtre. Pourquoi accordes-tu tellement d'importance, je ne sais pas d'ailleurs si c'est prévu par le programme d'y accorder autant d'importance ou si c'est une initiative personnelle, d'accorder autant d'importance au théâtre dans l'enseignement du français en troisième. Est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où vient ton intérêt pour le théâtre, peut-être un intérêt personnel, et en quoi tu considères que l'abord de l'approche de la langue et de la littérature française par le théâtre peut apporter un plus par rapport à d'autres apports? Alors au départ c'est une initiative personnelle. Oui. Donc comment est-ce que... En fait, j'ai rencontré un éditeur. Je connais Émile Lanzmann, qui édite du théâtre. C'est un grand éditeur de théâtre en Belgique. C'était mon instituteur. Donc il a été mon instituteur et je l'ai retrouvé à la sortie d'une pièce de théâtre. Tu sais qu'à la sortie des pièces, il y a souvent le texte qui est proposé à la vente. Et quand j'ai vu Lanzmann, je me suis dit, mais enfin, est-ce que c'est lui? Je me suis un peu renseignée et effectivement, c'était lui. Et je pense que c'est la première personne que j'ai fait venir, que j'ai décidé de faire venir en classe. Oui. Un éditeur de théâtre. Et comme c'est un instituteur, il a vraiment séduit les élèves et moi aussi. Et il a parlé du théâtre, il a parlé de son métier d'éditeur de théâtre. Oui, oui. Il a un métier que j'aurais adoré parce qu'il rencontre des auteurs en Afrique, au Canada. Là où on parle français, forcément, il va à la recherche de ces auteurs, il travaille les textes avec les auteurs, il pousse les auteurs à terminer le texte ou à transformer le texte en pièce de théâtre. Il a un métier formidable et il est extraordinaire, cet Émile Lanzmann. Et je pense que lui, il m'a offert beaucoup de pièces de théâtre. Il m'a dit, voilà, lis ça, lis ces pièces. Et j'ai pris énormément de plaisir à lire ces pièces de théâtre. Des pièces de théâtre qui... moderne, d'auteurs vivants. Et il m'a fait rencontrer aussi certains auteurs que j'ai fait venir en classe par après. Comme j'ai eu et il m'a dit, voilà, moi je peux te proposer des livres, des pièces de théâtre pour tes élèves, à un prix intéressant, parce que malheureusement on revient toujours à ça. C'est vrai que les livres, les pièces de théâtre, c'est assez cher, hein, c'est plus ou moins 10 €, alors que ce sont des tout fin, puisque une pièce de théâtre, c'est 1 heure et le texte ne sera jamais plus long. Bon. Et j'ai eu la possibilité donc de faire lire du théâtre. On a beaucoup discuté des pièces que je pouvais faire lire à mes élèves. C'est pas toujours évident non plus de trouver des textes pour des élèves aussi jeunes, parce que le théâtre, pour des élèves si jeunes, même quand je les emmène au théâtre, c'est souvent difficile de trouver des pièces adaptées. Mais donc, j'ai eu la possibilité de leur faire lire du théâtre. Et puis, comme on avait choisi une pièce, il me dit, mais tu peux faire venir l'auteur en classe. Il est belge, fais-le venir, ou il est français, donc je peux t'arranger ça. Tu peux aussi aller voir le spectacle avec tes élèves. Et donc, ça me semblait être un beau projet. Faire lire le texte, emmener les élèves voir la pièce, rencontrer l'auteur, ou rencontrer le metteur en scène, ou rencontrer un comédien. Et j'ai fait tout ça. Et ça, c'est vraiment... Et ça a toujours été magique. Ça a toujours été incroyable. Que ce soit l'auteur, celui qui a écrit le texte de la pièce, que ce soit un comédien, ça a toujours été vraiment une belle aventure. Et un projet qui me semblait fini. J'ai fait aussi écrire du théâtre aux élèves, parce qu'on fait lire du théâtre, donc on observe. Ils adorent. En général, ils adorent, parce que c'est assez court. C'est comme un dialogue. Le théâtre, c'est comme un dialogue. Donc ils aiment beaucoup ça. C'est facile, et en même temps c'est très riche. Il y a des thèmes qui sont dans les pièces de théâtre qui sont absolument incroyables. Et qu'est-ce que tu vas voir comme pièce de théâtre quand tu es avec eux? Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait un peu parlé de ça. Je me souviens que tu avais un abonnement, je crois, au théâtre Jean Villard, à Louvain-la-Neuve. Hein, c'est bien ça. Ça, c'est un abonnement que je propose à toute l'école. Oui. Donc, pas uniquement, c'est un projet que m'a donné un prof qui a été mon maître de stage, un prof, M. Pierson, que j'adore,
et qui m'a beaucoup appris et qui en partant, donc quand il a pris sa pension, il m'a donné son bébé, c'est-à-dire les abonnements Jean Villard. J'ai repris donc tout ce projet. J'emmène, comme je te le disais tout à l'heure, les élèves avec leurs parents. Pourquoi avec leurs parents? Ben simplement parce que je ne peux pas organiser, je n'ai pas un bus. Et donc pour que les élèves aillent jusqu'au Jean Villard, il faut que les parents les conduisent. Et pour ne pas les attendre, ben je les prends avec moi. Et ils ont aussi, le tarif est le même pour l'élève et pour le parent. Alors, donc ça je le propose à toute l'école. Et j'ai une conseillère pédagogique au Jean Villard, comme dans beaucoup de théâtres. Maintenant, il y a souvent un conseiller pédagogique qui propose des pièces. Et d'ailleurs, le Jean Villard propose une présentation de saison pour les profs. C'est une semaine avant la présentation de saison pour tout public. Et c'est toujours le soir ou il y a aussi ce qu'on appelait jadis les matinées, qui sont en fait les après-midi, hein, avec le Jean Villard, je vais le soir parce que le projet de cet ancien prof, là dont je t'ai parlé, c'était d'emmener les élèves dans une situation où on va au théâtre. En situation réelle, donc le soir. C'est le jeudi, c'est à 19h. Le jeudi, c'est un peu plus tôt, c'est à 19h30, donc ça nous permet de ne pas rentrer trop tard. Et c'est 3 ou 4 fois par an. Donc c'est 3 spectacles ou 4 spectacles que je choisis. Là, c'est pour tous les élèves, mais j'essaye que ce soit quand même des pièces. Il y a souvent une pièce classique et puis d'autres, mais j'essaye vraiment une pièce avec un thème. Cette année-ci, on va encore voir une pièce, là, jeudi justement, Mouton Noir, sur le harcèlement à l'école. Donc là aussi, hein, au théâtre aussi, il y a cette volonté de développer des thèmes qui concernent les jeunes. Donc ça, c'est bien. Voilà, et j'emmène aussi les élèves avec l'école. Alors là, ce sont des matinées scolaires où il n'y a que les élèves. Toujours au Jean Villard, non, ailleurs. Ici à Nivelles, au centre culturel. D'accord. Parce que c'est plus facile, on peut y aller à pied. C'est toujours le problème, si on doit... Oui, c'est la mobilité. C'est la mobilité, c'est le coût, c'est le fait d'aussi trouver des pièces qui sont accessibles à certains moments. Et alors, quand j'emmène mes élèves au théâtre, eh bien, on ne va pas juste au théâtre, on en discute, on reçoit. Cette année-ci, on a vu une pièce, on a reçu l'auteur, j'ai organisé des ateliers philosophiques donnés par des comédiens et ateliers artistiques. Ça, c'était proposé par le centre culturel. Cette pièce s'appelle Jean-Jean, de Guillaume Kerbuch. Non, Guillaume Kerbuch, c'est celui qui jouait. De Axel Cornil. Donc Axel Cornil est l'auteur de la pièce Jean-Jean. On a rencontré Axel Cornil. L'atelier philo, ce sont des comédiens qui sont formés pour animer ces ateliers philo, rencontre avec les élèves, on discute des thèmes de la pièce, et c'est un vrai atelier philo, à partir des thèmes de la pièce. Et puis on a réalisé une affiche, ça c'était l'atelier artistique, on a réalisé une affiche, et la méthode c'était la sérigraphie. Donc on approche la sérigraphie, on réalise l'affiche, il y aura une exposition, les œuvres vont être exposées, un projet c'était 3 fois 100 minutes, donc ça prend du temps, mais ça a un vrai sens. Et les élèves vont s'en souvenir, et ça leur donne le goût du théâtre. Parce que le théâtre, ce ne sera pas juste aller voir Jean-Jean, ils vont forcément se souvenir de la rencontre avec l'auteur, de ces ateliers qu'ils ont fait après. Et c'est donner ce sens-là au théâtre. Montrer que le théâtre, ça peut donner aussi lieu à des discussions, mais à d'autres choses, à d'autres formes d'art aussi. Jean-Jean, j'imagine que c'est Jean Nivelle. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non. Tu vois, j'étais complètement sur une mauvaise piste. Voilà, Jean-Jean, c'est un garçon, c'est un jeune qui s'appelle Jean, dont le nom de famille est Jean. Il ne comprend d'ailleurs pas le choix de ses parents. Il s'appelle Jean-Jean et c'est un adolescent qui n'est pas très bien dans sa peau, qui a envie qu'on le remarque, qui change de vêtements tout le temps. Il veut qu'on le remarque absolument et personne ne marche pas, personne ne le remarque. Alors il fait une fête, il organise une fête chez lui, et ça ne se passe pas très bien. Il boit un peu, et il va dévoiler les secrets de tout le monde. Puisque personne ne le voit, en fait, lui, dans la cour de récréation, il allait de groupe en groupe, et comme personne ne le voit, les gens parlaient, les élèves parlaient entre eux, et dévoilaient certains secrets. Et à cette soirée, il va dévoiler les secrets de tout le monde. Et donc là, on va savoir qui il est, mais pas dans le bon sens du terme. C'est ça. Et on a parlé avec les élèves de l'identité, de justement être populaire, est-ce que c'est important? Et hop, on a bifurqué sur les réseaux sociaux, qui
les occupe beaucoup. Et c'était vraiment un très beau projet, de belles choses. C'est parfois incroyable et c'est dommage que ça reste en classe. Et c'est bien donc cette interview parce que tu vois, je peux en parler aussi. Mais Oui. tu vois, parfois, je fais des choses tellement belles et ça reste en classe. Voilà, personne ne peut en profiter. Et toutes ces remarques d'élèves, c'est parfois incroyable. Moi, c'est ça qui... Et c'est aussi une évaluation alors, parce qu'on en a parlé tout à l'heure pour la lecture, on va parler d'autres choses. Là, tu vois, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et donc, c'est un choix pédagogique de ta part ou Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un risque que je prends, parce qu'évidemment, je consacre du temps à ça. C'est un risque que je prends. Je pourrais avoir je sais que voilà, mon préfet me soutient, mais j'explique aussi le projet. Et je pense que je pourrais défendre mon projet si j'avais un commentaire du style... oui, mais attention, vous êtes peut-être un peu hors programme. Est-ce que vraiment ces ateliers artistiques, c'est vraiment du français? Est-ce que ces ateliers philo, c'est vraiment du français? Parce que parfois, j'ai l'impression d'être plus dans un cours de citoyenneté, mais finalement, le français, c'est ça aussi. Donc, une toute petite précision, de nouveau pour nos amis français et françaises. Lorsque tu parlais de préfet, il ne s'agit pas évidemment du préfet de département, il s'agit de ce qu'en France on appelle le principal du lycée. Voilà, je traduisais parce que parfois ça le chef d'établissement. Voilà, parce que je sais que parfois on se pose des questions, voilà. Les parents aussi. Les parents pourraient aussi à un certain moment se dire oui, mais c'est très joli, l'atelier de sérigraphie, l'atelier philo, mais et l'orthographe, et la grammaire, et la conjugaison. J'en fais aussi, bien entendu. Bien sûr. J'en fais aussi. D'accord. Finalement, est-ce que tu pourrais, bon, j'en reviens avec des choses, des considérations assez scolaires, si je puis dire, mais est-ce que tu pourrais résumer, quelles sont les compétences que tu fais exercer aux élèves si ces compétences apparaissent quelque part dans un programme ou dans les compétences terminales, je ne sais pas. Oui, donc, mais voilà. C'est quoi ces compétences? Il y a les 4, hein, donc c'est toujours ça. Et l'inspectrice nous explique bien qu'il faut surtout veiller à faire autant de savoir lire, savoir écrire, savoir écouter, savoir parler. Oui. Savoir écouter et savoir parler sont 2 compétences qu'on travaille moins. Oui. Malheureusement, qu'on travaille moins. Un prof de français, il va faire écrire, ça c'est clair, il va faire lire, c'est évident. Et là, c'est l'occasion. Et là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, justement. Et là, c'est l'occasion. Et moi, c'est vraiment ça. Moi, je me dis, le théâtre, c'est vraiment faire parler et écouter. Écouter les autres. Ce que j'ai fait aussi l'année passée avec des comédiens, ce sont des ateliers d'initiation au théâtre où les comédiens venaient avec les élèves, leur montrer un échauffement, comment les comédiens s'échauffaient, et faire aussi de l'impro. On a fait pas mal d'impro, donc je ne voulais certainement pas... Tout à fait, je ne voulais certainement pas que ça aboutisse à un spectacle. Je ne voulais pas qu'il y ait cette pression et ce stress. Je voulais simplement des comédiens, c'était à nouveau 3 fois 100 minutes, et alors là, c'était parler et écouter, alors là, on était vraiment en plein dedans. C'était... Et c'est très très enrichissant. Parce que l'adolescent... Et tu fais ça chaque année alors? J'essaye de faire... Quand tu es en 3e en tout cas. L'atelier avec les 2 comédiens qui sont venus, j'ai fait ça 2 années de suite. Ce sont ceux que j'ai rencontrés Oui, sans doute. Oui, tout à fait. Les comédiens des Baladins du Miroir. Oui, c'est ça. 2 comédiens professionnels qui viennent dans les écoles et les élèves adorent. De toute façon, je pense qu'un professeur de français doit absolument faire venir des visiteurs, des extérieurs, des comédiens, des journalistes, des acteurs, des auteurs, des éditeurs, metteurs en scène, tous ces métiers-là, des libraires. Oui, c'est important de faire le lien avec la société réelle, c'est ça. Comme ça, ils parlent de leur métier, ils voient d'autres personnes, parce qu'un comédien, il va aborder les élèves d'une façon totalement différente du prof. Donc, et ça, je trouve ça bien. Et les élèves, alors, il y a l'effet de surprise, et ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des élèves qui, parallèlement, déjà avant ou en même temps ou après, mènent des activités théâtrales en dehors du milieu scolaire, c'est-à-dire en activités qu'on appelle parascolaires ou pendant les vacances ou des choses comme ça? Et si c'est le cas, quel est le rapport personnel? Parce qu'ils ont peut-être un bagage qui leur permet de
parler autrement du théâtre, parce qu'eux-mêmes sont peut-être acteurs ou actrices. Oui, il y en a. Et quel est le rapport, je dirais, dans la classe elle-même, dans les discussions? Est-ce qu'ils arrivent avec quelque chose, avec un plus que les autres élèves n'ont pas, parce que simplement, eux ont une expérience, tout simplement? Oui, c'est vrai qu'à leur âge, donc à 14 ans, ils n'en parlent pas nécessairement. L'adolescent, de cet âge-là, il ne va pas nécessairement dire « Ah, moi je fais déjà du théâtre ». Moi, je l'apprends, j'ai déjà appris cette information-là par hasard. Et j'ai demandé à l'élève, mais enfin, pourquoi n'as-tu pas dit que tu faisais du théâtre en dehors de l'école, ou que c'est ton hobby, ou que justement, ou que tu écris, ou que tu fais des ateliers théâtre ou de l'impro. Voilà, ils ne vont pas nécessairement en parler. Et puis, je l'apprends comment? Parce que, par exemple, un comédien qui vient me dit « Ah, cet élève-là, il y a quelque chose. » Et je discute un peu avec l'élève, je lui dis « Tiens, le comédien a dit ça. Ah, mais oui, mais vous savez, madame, je fais déjà un peu d'impro. Donc, ça peut être ça. » Ou pas du tout. Hein. Comme dans un casting, il y a parfois des élèves qui se révèlent. Et ça, je leur expliquais encore ça cette semaine. J'ai fait un atelier d'écriture et je leur disais que c'est vrai qu'on se rend parfois compte d'un talent qu'on a en le pratiquant, et on peut parfois passer à côté, ne pas savoir qu'on a du talent pour du théâtre, pour l'écriture, parce qu'on ne l'a jamais, ou pour le dessin, ou pour la peinture, parce qu'on n'en a jamais fait. Et donc, j'aime bien aussi ça, cette idée-là, de peut-être révéler. Et ça, c'est déjà, bon, pas beaucoup d'élèves, mais il y a certains élèves qui ont continué parce que je leur avais donné le goût, parce que je leur avais donné la possibilité de le faire, d'écrire, ou de faire un peu de théâtre, ou d'impro, ou d'entrer dans ce monde-là en tout cas, ou d'aller au théâtre simplement. Des élèves qui continuent à aller au théâtre, qui prennent des abonnements. Est-ce qu'il y en a qui sont tout à fait bloqués dans une situation de type théâtral? Je ne parle pas au niveau de l'écoute, peut-être que même au niveau de l'écoute, certains qui ont peut-être des difficultés à entendre et à voir une scène fictive, même parce qu'elle ne se rapporte pas à leur vécu, ou parce que pour eux c'est trop littéraire, ou pour d'autres raisons encore. Est-ce que ça s'est déjà passé, ce type de situation chez toi? Oui, tout à fait. Quand les élèves de cet âge-là n'aiment pas quand ça ne raconte pas une histoire, quand il n'y a pas un début, une fin, ils sont finalement assez classiques. Il faut qu'il y ait ces repères, sinon ils sont déstabilisés. Et sans doute encore plus au théâtre que devant un film ou devant un livre, même un roman. Ils seront déstabilisés si au théâtre, et tu sais qu'au théâtre il peut y avoir, c'est tellement riche, il peut y avoir tellement de mise en scène, tellement de... qu'ils ont déjà... Alors quand ils sont déstabilisés, ça ils n'aiment pas. Ça ils n'aiment pas, alors ils se ferment. Ils se ferment assez vite. S'il y a des cris ou s'il y a de la musique, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et ça se ressent alors dans la discussion qui va suivre en classe. Oui, voilà. Tu sens qu'il y a eu... Il y a toujours une discussion après. Oui, bien sûr. Dès que je fais quelque chose... Tu sens que là, soit ils se taisent, soit ils font part de leur incompréhension. Oui. Oui, ils le disent, ça, ils s'expriment par rapport à ça, ils vont le dire. Et ils seront souvent dans on n'aime pas, mais moi je ne m'arrête pas à ça, je leur dis toujours, vous n'aimez pas, je suis entièrement d'accord, mais ça fait partie de l'expérience, dites-moi pourquoi. Et au final, même si à cet âge-là, c'est mieux de dire je n'aime pas, c'est nul, finalement, quand on pousse un peu la discussion un peu plus loin, on se rend compte quand même que même s'ils n'ont aimé qu'une toute petite chose ou un moment, il y a toujours quelque chose qui est positif. Toujours. Et est-ce que tu peux identifier parmi les élèves de ta classe ceux qui, au fond, adhèrent aussi bien à l'apprentissage, ou plutôt à l'entretien de la lecture, et d'autre part à la découverte du monde théâtral? Est-ce que ce sont les mêmes qui aiment bien les deux, ou est-ce qu'il y a vraiment des élèves qui sont à fond lecture et qui n'aiment pas le théâtre,
ou qui adorent le théâtre et qui n'aiment pas du tout la lecture, ou est-ce qu'il ne faut pas rechercher des catégories comme ça parce qu'elles n'ont peut-être pas beaucoup de sens? C'est une question que je te pose. Voilà, non, je pense pas. Oui, non. Je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de... Moi, non, tu sais... Il n'y a pas des littéraires voilà. qui aiment bien tout ce qui est littéraire. Non, voilà. Non, moi, pas tu spécialement. sais, très longtemps, justement, j'ai fait l'inverse. Je ne parlais pas du théâtre. Pourquoi? Oui. Parce que moi-même, j'aurais détesté, je pense, qu'on me demande de monter sur scène. C'est ça. Ah bah oui, parce qu'il y a des preuves de timidité voilà, aussi, je veux tout dire. à fait. Hein, moi, j'étais vraiment... Et je pense que je serais toujours confrontée à ça. C'est vrai que quand je fais des ateliers théâtre avec les élèves, je me mets souvent en retrait. Et là, je m'en veux un petit peu parce que je trouve que je devrais y aller aussi, finalement. Je devrais y aller aussi. Mais ça ne les dérange pas que je... Si un élève me dit, et vous, madame, allez-y aussi, faites, montrez-nous, alors j'irai. Même si je n'aime pas, j'irai. Mais je me dis, tant qu'un élève ne me le suggère pas, ou que l'intervenant ou le comédien qui est là ne me dit pas, mais alors je me mets en retrait. Mais là, je triche un peu. Et là, je m'en veux parfois un petit peu parce que je devrais plus y aller. Et je pense que j'en profiterai aussi pour régler ce petit problème de timidité que j'ai par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'évinçais le théâtre, parce que je me disais, je ne vais pas aller demander aux élèves des choses que moi-même je n'aime pas. Et puis, au fur et à mesure des années, j'avais des élèves qui me disaient, mais madame, pourquoi on ne fait pas du théâtre? Et puis je me suis dit, mais finalement, moi je n'aime pas, donc je ne vais pas leur demander quelque chose que je n'aime pas, mais peut-être qu'eux aiment. Et là, je me suis remise en question. L'enseignement, c'est se remettre en question tout le temps, parce que les jeunes, ils ne vont pas aller par quatre chemins, et quand il y a quelque chose à dire, ils vont le dire. Et s'ils ont envie, s'ils se sentent ridicules, et qu'ils me voient peut-être qu'ils ont peut-être l'impression que je les juge, et ça je ne le fais certainement pas, c'est sans doute pour ça que ça se passe bien, et qui me disent maintenant, madame, c'est à vous, mettez le masque, puisqu'on avait travaillé avec les masques de la Commedia dell'arte, mettez le masque et allez-y, montrez-nous, je le ferai bien sûr, je le ferai, c'est certain. Écoute, un grand merci Céline, je crois que nous arrivons à l'épilogue, c'est-à-dire à la fin de cet entretien. Je crois que tes étudiants, je suis même certain que tes élèves plutôt, ont beaucoup de chance de t'avoir comme professeur, et tu nous as vraiment rappelé quelle est l'origine du mot enseignant, c'est-à-dire celui qui met du sens à l'intérieur d'eux. Hein, c'est insignum, c'est mettre du sens. Et donc, voilà, je regrette de ne pas avoir été ton élève, mais il se fait que la machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée jusqu'à présent. Et donc, voilà, je crois que tu participes vraiment au progrès intellectuel et social de la société, et je sais que c'est quelque chose qui est évidemment très cher, qui est très cher à ton cœur, et qui... je le disais déjà dans l'introduction, manifestement doit donner des résultats très probants, et j'espère que tu pourras encore former de très très nombreuses générations d'élèves, et je suis tout à fait sûr qu'ils te le rendront bien, et que quand tu les rencontreras dans la rue, dans quelques années, c'est peut-être déjà le cas maintenant, pour tes anciens élèves, ils diront, ah, grâce à vous, madame, hein, j'ai appris à lire au sens évidemment intellectuel du terme, j'ai appris, je me suis découvert en jouant du théâtre, ça m'a permis de prolonger un certain nombre de mes activités vers des secteurs que je n'imaginais pas, et ça m'a ouvert des portes tout simplement sur l'existence, parce que c'est vrai que d'un point de vue existentiel, faire du théâtre, voir du théâtre, ça peut ouvrir les élèves à des professions qu'ils n'auraient pas imaginées au départ. Ils vont peut-être se découvrir une âme de communicant, une âme de beaucoup de choses, enfin, pas spécialement une âme de comédien, mais voilà, peut-être que ça, et ça peut les ouvrir aussi vers la politique, pourquoi pas? Je ne dis pas que les hommes politiques sont des comédiens, je n'ai pas dit ça, mais je crois que ça fait partie, non, je crois, et que quelque part, enfin il me semble, hein, mais bon,
Ce Ou sont des simplement, réflexions... ils pourraient me dire qu'ils ont envie de devenir professeur de français. Ou professeur de français, évidemment. Et je crois que, Ouais. hélas, c'est en tout cas un constat qu'on doit faire, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont attirés par l'enseignement. C'est bien dommage, et ce serait effectivement un moyen efficace de pousser les jeunes à transmettre quand même ce qui est notre patrimoine, hein, la langue. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup d'enseignement en tant que, je dirais, que lieu de formation des jeunes, oui, mais je crois que c'est important aussi de transmettre un patrimoine culturel, et je crois que tu le fais admirablement, et donc je crois que tout le monde ne peut que t'en remercier. Encore un très grand merci, Céline, de m'avoir accordé cet entretien, et j'espère, et j'en suis même sûr, que cette interview sera regardée et écoutée, surtout parce que c'est l'écoute qui importe, c'est pas le regard, par un public nombreux, et on espère, ne fût-ce que par cette interview, susciter peut-être des vocations vers l'enseignement du français et l'enseignement tout court, parce que finalement, que l'on soit professeur d'histoire, de français ou d'autres disciplines, on appartient à la même grande famille, nous avons les mêmes objectifs, quel que soit notre niveau d'enseignement, et vraiment, je crois que c'est un des plus grands combats de société qu'il va falloir mener pour l'instant, c'est le combat pour l'enseignement, et je crois que nos hommes politiques n'en sont peut-être pas toujours conscients. Bon, je ne dis pas qu'ils y sont indifférents, parce que ce serait pas juste. Mais ils ne s'y prennent peut-être pas toujours de la bonne façon, peut-être. Mais enfin, je crois qu'il va falloir repenser complètement la formation des enseignants. Et ce qui est en train de se faire, d'ailleurs, en Belgique, on est en train de repenser la formation initiale. On va... Repenser l'enseignement tout court. Repenser l'enseignement, parce que notre société a tellement évolué, la place du numérique est telle que, bon, il va falloir repenser, mais je crois que les fondamentaux restent les mêmes, c'est quand même former, éduquer et transmettre un patrimoine. Mais je sais que quand je parle de transmettre un patrimoine, c'est peut-être le professeur d'histoire, même certainement, qui s'exprime ici, ça fait conservateur. Et pourtant, mon objectif est vraiment très progressiste. Et je ne me considère pas du tout comme un conservateur, comme quelqu'un qui veut garder un idéal de l'enseignant du 19e siècle, certainement pas. Je pense que le fond restera le même, c'est la forme qui doit changer. Mais voilà, peut-être l'emballage, oui, pour faire passer les choses. C'est la façon de faire, c'est la méthodologie, c'est la façon ne fût-ce que de disposer une classe, c'est ça qui doit changer. Mais je crois que notre combat n'est pas toujours facile dans le monde dans lequel nous vivons, parce que les valeurs, si tant est qu'on puisse parler de valeurs, en tout cas entre guillemets, ne sont pas vraiment portées vers les valeurs culturelles, vers les valeurs intellectuelles, et bon, c'est bien ce qui prime, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est bon... Peut-on encore parler de valeur d'ailleurs? Sinon, valeur au sens monnayable du terme, mais je crois que c'est un vrai combat. Enfin, je te remercie, et donc voilà, à très bientôt, peut-être dans une autre interview, on ne sait jamais. Pourquoi Un pas. grand merci, Céline. Merci beaucoup, au revoir.